Eh bien, bonjour, nous allons parler aujourd'hui, dans cette chronique de jurisprudence, d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 2013, qui vient préciser la notion de déséquilibre significatif. Rappelons que cette notion est applicable au contrat de franchise. Le déséquilibre significatif est défini par l'article L442-6.1, deuxièmement du Code de commerce, comme le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties. Or, ce fait engage la responsabilité de celui qui le commet. L'étendue exacte de la notion de déséquilibre significatif et les conditions de son appréciation restent à préciser par la jurisprudence. Chaque décision apporte des précisions utiles. Une décision du tribunal de commerce d'Évry du 6 février 2013, que le cabinet avait eu l'occasion de commenter, avait opportunément précisé que le déséquilibre significatif s'apprécie au regard de l'examen global du contrat et non clause par clause. Ici, le tribunal de commerce de Paris vient rappeler avec une assez grande clarté que le contrôle du déséquilibre significatif doit porter sur deux composantes cumulatives. Premièrement, il est nécessaire que celui qui s'en plaint, franchisé le cas échéant, fasse la preuve d'un élément de coercition. Le Code de commerce réprime en effet le fait de soumettre ou de tenter de soumettre. Il s'agit donc de contraindre. Un demandeur à cette action doit par conséquent apporter la preuve des éléments constitutifs de la contrainte ou de la coercition. Il doit donc faire la preuve qu'il n'y a pas eu de réelle négociation. Premier élément. Deuxième élément, le tribunal rappelle que la notion de déséquilibre significatif ne peut être entendue comme pouvant porter sur l'adéquation du prix à la prestation. En d'autres termes, le juge n'a pas le pouvoir de réviser un montant de droit d'entrée ou un montant de redevance s'agissant d'un contrat de franchise. Cette décision vient conforter l'interprétation qui pouvait être faite des décisions précédentes. Un contrat d'adhésion n'est pas en soi condamnable. L'absence de négociation de ces stipulations, en revanche, est prise en compte, dès lors par ailleurs qu'il est exercé une certaine forme de contrainte. Rappelons d'ailleurs que la commission d'examen des pratiques commerciales, dans un avis numéro 0905, portant sur la mise en œuvre de la loi LME, soulignait que proposer des clauses pré-rédigées n'est toutefois pas interdit dès lors que celles-ci peuvent être modifiées à l'issue d'une réelle négociation entre les parties. Conclusion à en tirer pour les franchiseurs. En pratique, les parties à un contrat auront tout intérêt à pouvoir démontrer que des négociations ont eu lieu ou auraient pu avoir lieu. Et deuxièmement, que le consentement de chaque partie a été donné librement sans qu'aucune contrainte ni pression soit exercée. Donc toute la documentation précontractuelle, le DIP, de même que le préambule du contrat, doivent être repris pour tenir compte de ces évolutions jurisprudentielles et acter l'existence de négociations ayant pu avoir lieu ou ayant eu lieu entre les parties au contrat de franchise. Voilà donc une décision très intéressante dont les franchiseurs doivent prendre en compte les attendus. Notez que cette décision est à notre connaissance frappée d'appel. Nous suivrons donc avec intérêt l'arrêt de la Cour d'appel qui sera rendu à Paris.